pensant au dernier carré de la garde que Victor Hugo pensait. Et là, dans cette nuit qu'aucun rayon n'étoile, l'âme en un repli sombre où tout semble finir, sans quelque chose encore parpiter sous un voile, c'est toi qui dors dans l'ombre, ô sacré souvenir, souvenir pour moi aussi. Et voici la petite cloche, celle qui annonce le début du film de la bataille. Et pour moi, je la considère comme la cloche de Schiller, qui est la Concorde. Ma vie est un poème, hein, dit. C'est un poème. Quel roman que ma vie, disait Napoléon. Eh bien, quel roman que la mienne. Je peux dire ça. Hein. Napoléon a dit quel roman que ma vie. Mais moi, je peux en dire autant quel roman que la mienne. Si je devais faire un livre, je serais obligé d'intituler « Je n'ai pas besoin de mentir pour ne pas être cru ». Ça, je veux bien dire. Hein. C'est épouvantable. On a travaillé toute sa vie, culturellement parlant, et aujourd'hui, voyez-vous, on est tous là ruinés, presque, pour avoir défendu une culture qui est notre culture française. En désespoir de cause, je me suis même parti à Jérusalem, à pied et en stop, traversant 8 pays. Non, on ne peut pas dire ça, c'est pas bon. C'est ça que tu veux, non ou pas? Dis-moi si c'est ça. Non, c'est parfait. Voilà, ça je veux bien dire. Le lendemain, dans les décombres, cherchant les débris de leur toit, quelques paysans aux abois se promenaient comme des ombres, près d'un vieux mur chancelant. Couché dans sa gloire enfantine, un coup de feu dans la poitrine, ils virent un petit enfant. Qui es-tu, pauvre petit? Toi tombé d'une mort si fière. L'enfant souleva sa paupière. Je suis français, je vous l'ai dit. Action. J'ai choisi ce monument à l'empereur que j'ai créé de toutes pièces et qui situe par le regard l'endroit par où débouchèrent les Prussiens à 6 heures du soir le 18 juin 1815. Il faut que vous sachiez, visiteurs de Waterloo, que ce fut le moment anxieux. Suivez donc mes conseils pour la visite de nos lieux sacrés et vous serez enchantés de votre journée et agréablement surpris. Suivez le guide, voulez-vous? Waterloo, 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 morne pleine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine. Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mormelait les sombres bataillons. D'une part, c'est l'Europe, et de l'autre, la France. Choc, sanglant des héros, Dieu trompa l'espérance. Tu désertes tes victoires, et le sort était là. Oh, Waterloo, je pleure et je m'arrête hélas, car les derniers soldats de la dernière guerre furent grands. Ils avaient vaincu toute la terre, chassé 20 rois, passé les Alpes et le Rhin, et leur âme chantait dans les clairons des reins. Le soir tombait, la lutte était ardente et noire, ils avaient l'offensive et presque la victoire. Ils tenaient Wellington, acculé sous un bois, la lunette à la main, il observait parfois le centre du combat. Coin obscur où tressaille la mêlée effroyable en vivante broussaille, et parfois l'horizon sombre comme la mer. Soudain, joyeux, il dit « Grouchy !» C'était Blücher. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. La mêlée, en hurlant, grandit comme une flamme. La batterie anglaise écrasa nos carrings. La plaine où frissonnait nos drapeaux déchirés ne fut plus dans les cris des mourants qu'on égorge qu'un gouffre flamboyant, rouge comme une forge. Gouffre où les régiments comme des pans de mur tombaient, tout se couchait comme des épis mûrs. Les hauts tambours majors aux panaches énormes, où l'on entrevoyait des blessures difformes, carnage affreux, moment fatal. L'homme inquiet sentit que la bataille entre ses mains pliait. Derrière un mamelon, la garde était massée, la garde, espoir suprême ou suprême pensée. Allons, faites donner la garde, s'écria-t-il, et lanciers grenadiers aux guêtres de Coutil, dragons que Rome eût pris pour des légionnaires, et lanciers canonniers qui traînaient les tonnerres, portant le noir colbac ou le casque poli, tous ceux de Frienclan, tous ceux de Rivoli, comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, saluèrent leur Dieu debout dans la tempête, toutes les bouches dans ce crédit, vive l'empereur. Et voici une pensée de Rostand retrouvée dans son carnet en 1918.
Je ne veux que voir la victoire. Ne me demandez pas après. Après, je veux bien la nuit noire et le sommeil sous les cyprès. Je n'ai plus de joies à poursuivre et je n'ai plus rien à souffrir. Vaincu, je ne pourrai pas vivre et vainqueur, on pourra mourir. Et lorsqu'enfin la paix recourbera son arche, il faudra s'arranger pour qu'on ne puisse plus oublier qu'on ne vit que parce que l'on marche sur des ensevelis et sur des disparus. Lorsque je me balade, je dirais sur cette plaine, hein, où papa a passé, je dirais des milliers de fois, puisqu'il était déjà, lui, l'ermite du champ de bataille. Eh bien, je dois dire que je revis 1815, hein, tout à fait, parce que je sais qu'à tel endroit, un tel a été tué, parce que là-bas, il y a eu telle affaire, hein, qu'il soit de n'importe quelle nationalité, n'est-ce pas, je revis ça, je ne pense pas même que je suis en 1983. Pour moi, c'est la bataille. Quand je suis près du nez ou près d'un mur à Hougoumont, oui, des arbres, c'est quand il y a du vent ou n'importe quoi, ben il me semble que ça parle. Je ne sais pas vous dire autre chose, moi, qu'est-ce que vous voulez. Ça vit, ça vit, ça vit. Ici, messieurs, dames, le musée de l'Empereur, la plus belle documentation du monde. Croyez-moi, il y a eu des recherches formidables pour faire ce musée. C'est surtout pour les chercheurs. Oui, mais je retomberai sur Napoléon, hein. Si Napoléon avait eu gagné, c'est ça qu'il fallait, c'est Napoléon qui aurait dû gagner. Hein. Si Napoléon avait gagné, nous aurions épargné 3 guerres, hein, mon vieux. La 1870, il n'y aurait pas eu de guerre. L'Europe ne serait pas saignée comme elle l'est. N'aurions pas su. Si Napoléon avait marié la sœur du tsar, laisse-moi m'asseoir, je suis mal foutu, je suis couché. Si Napoléon avait marié Catherine, la sœur du tsar, tu es déjà occupé à enregistrer, non? Oui. Ah. Si Napoléon avait marié la sœur du tsar, mais nous aurions épargné 3 guerres. C'est pas difficile. Nous n'aurions pas eu la 70, qui a saigné l'Europe. Nous n'aurions pas eu la 1914, cette tuerie de Verdun. Cadavres de Verdun, soldats de l'autre guerre, aux héros inconnus qui dormaient sous la terre, dont chaque pouce éteint de votre sang sacré, à l'endroit où jadis le combat s'est livré. Ô morts, réveillez-vous, la patrie vous appelle, venez et apprenez cette triste nouvelle. Comment vous l'annoncez? Il faut tenter, voilà, à miser de son passé, car vous n'étiez plus là. C'est épouvantable, mais oui, ils sont passés. Parce que déjà alors, on recommençait la guerre comme si c'était à la fin de la 14-18. Il n'y en avait qu'un qui avait vu clair, c'était le général de Gaulle. Hein. Et on a recommencé la guerre. À côté, messieurs, dames, le musée de personnages en cire. La première scène a coûté des millions de francs. Vous verrez les officiers, les généraux en uniforme et tout ce qui s'ensuit. Le petit mendiant. C'était un pauvre petit être que nul en ce monde n'aimait. Et lui-même, hélas, ignorait en quel lieu Dieu l'avait fait naître. Il mendiait par tout son pain. Et les enfants dans les villages le poursuivaient de leurs outrages en le voyant tendre la main. Mais le petit leur faisant face, « Quel est donc celui qui me chasse ?» disait-il d'un ton hardi. « La grande route est à qui passe, et sur ce sol, moi j'ai ma place, car je suis français, Dieu merci. » Un jour, non loin de la frontière, drapeaux au vent, tambours battant, il vit passer un régiment, il entendit parler de guerre. On acclamait les bataillons, tous les yeux brillaient d'espérance, et l'on criait « Vive la France !» Le petit cria sous ses haillons. « Pauvre petit dans ta misère, que te fait la paix ou la guerre ?» lui dit un sceptique endurci. L'enfant souleva son œil sévère. « Ah, c'est vrai, je suis bien malheureux. Je n'ai jamais connu ma mère, mais je suis français, Dieu merci. » Au jour de deuil, sur les ruines d'un incendie encore fumant, l'ennemi saisit un enfant qui tenait une carabine. « Que vient faire ici ce gamin? Tu veux donc qu'on te fusille? Ton nom, je ne sais. Ta famille, je mendie et suis orphelin. Un vagabond sur cette terre, écrase-moi cette vipère, est-ce un Français, est-ce un bandit? Quand vous passâtes à la frontière, lui cria l'enfant, à ma colère j'étais français, je l'ai senti. Ce que vous devez voir à Waterloo, messieurs, dames, c'est surtout les fermes et les monuments. La ferme de Mont-Saint-Jean,
la Paplotte, la Haie Sainte et Hougoumont, où se trouve encore l'empreinte de la bataille. C'est donc ici, dans cette cour de la ferme d'Hougoumont, que le sous-lieutenant Legros, surnommé l'enfonceur, qu'on était allé chercher à la ferme de la Haie Sainte, ayant enfoncé la porte, fut coupé d'un coup de hache de haut en bas et qu'il mourut, à l'endroit où je me trouve. Et là se trouve la chapelle, où la tête de l'enfant Jésus fut emportée par un Biscayen. Et c'est dans cette chapelle dont parlait Victor Hugo, et il disait, c'est ici que l'horrible s'est mélangé à l'épouvantable. Les blessés furent brûlés vifs. Voilà, messieurs. C'est dans ce jardin, entouré d'un haut mur, que 3 voltigeurs, aujourd'hui aménagés, que 3 voltigeurs français, n'ayant pour tout abri que des groseilliers, mirent un quart d'heure à mourir. Les 28 meurtrières, percées par les Anglais, y sont encore. Et lors de la visite de la reine Victoria, il fut décidé de reprendre les corps. Aujourd'hui, ces corps sont à Évert, car les Anglais n'ont rien laissé traîner sur le champ de bataille, comme ossement. Tout est retourné à Évert. Même la jambe de Lord Uxbridge, on ne sait plus très bien où elle se trouve. C'est dans ce verger que dorment 6000 soldats français sous l'herbe grasse, que s'élève ce monument, et qui dit aux soldats français morts à Hougoumont le 18 juin 1815. Et c'est de ce lieu que parlait Napoléon en disant à Sainte-Hélène, la terre était orgueilleuse de porter tant de braves. Et voici la sentinelle du musée de personnages en cire, Jean-Pierre Séraphin Flambeau, dit le Flambard, ex-grenadier vélite de la garde, né de papa breton et de maman picarde. Voyez-vous, c'est comme il était. Et Rostand, pour la rime, a dit Flambeau, dit le Flambard. Flambeau était quelqu'un et Flambard était un autre. Voilà, messieurs, dames, ce qu'il faut dire aux visiteurs de Waterloo, la vérité. La ferme de Mont-Saint-Jean, qui servit d'ambulance aux troupes anglaises. C'est une ancienne ferme qui appartenait jadis aux chevaliers de Malte. La ferme de la Haie Sainte, qui fut prise et reprise 6 fois pendant la bataille. C'est à cet endroit qu'à la fin de la bataille, le maréchal Ney criait « Venez voir comment meurt un maréchal de France sur le champ de bataille ». De l'autre côté de la chaussée, vous verrez le monument de Sir Alexander Gordon, qui fut l'aide de camp de Wellington. Et en retrait, vous pourrez voir le monument des Belges, morts pour la défense du drapeau et l'honneur des armes. C'est devant cette petite chapelle que presque toute l'armée française a passé, mais à l'époque, elle ne se situait pas à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui. Je suis le fils d'un militaire légitime du régiment. Ma mère est cantinière, mon père est lieutenant. Et moi, tambour battant, je m'en vais courageusement. Rataplan, 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 tambour battant, je suis le tambour du régiment. Rataplan, 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 tambour battant, je suis le tambour du régiment. J'ai fait plusieurs campagnes sans avoir été blessé. En Russie comme en Espagne, le ciel m'a protégé. Arrivé à Mont-Saint-Jean, là j'ai vu couler mon sang. Rataplan,
rataplan, rataplan, tambour battant, je suis le tambour du régiment. Rataplan, 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 tambour battant, je suis le tambour du régiment. Je vis 1815 et je vis aujourd'hui. Je revis cette charge, hein, monsieur, je la revois, je revois cette charge ici. Nous sommes à 10 mètres du chemin creux. Ils sont tous tombés là. Vous voyez que c'est pas terrible. Et c'est la raison pour laquelle je veux refaire aussi ce que j'appelle une chapelle œcuménique. Une chapelle œcuménique où toutes les religions pourront venir. C'est ça qu'il faut que les gens s'entendent. Il faut de l'union, monsieur. Sans union, on ne sait rien faire. C'est foutu sans union, monsieur. Il faut se serrer la main, monsieur, tous ensemble. Et si on ne se serre pas la main, c'est fini de la civilisation occidentale, monsieur. On en sait des choses, mais on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. D'ailleurs, il y a des gens qui écoutent, mais qui ne retiennent rien. La plupart ne retiennent rien. Rien du tout. Rien. On a beau parler, c'est comme si on parlait à un bœuf dans une écurie. Ça rentre là, ça sort là. Communiste, vous voyez, communiste. Moi, je ne suis pas communiste, moi, monsieur. Je ne suis pas communiste, moi. Mais je suis social. Victor Hugo, c'était un social, monsieur. Victor Hugo avait dit, concernant les Allemands, nous les battrons, nous leur serrons la main. C'est ce qu'on a fait. À Mourmelon-le-Grand, lorsque le général de Gaulle a serré la main à Adenauer, je leur ai envoyé un télégramme à tous les deux, moi, pour leur dire bravo. Parce que vous serrez la main avec les Allemands, plus jamais il n'y aura une guerre en Europe. C'est ça qu'il faut, monsieur. C'est la paix qu'il faut, monsieur. Mais on ne veut pas la paix. Pourquoi? Parce que l'argent, monsieur, on veut la guerre. Il y a trop de monde à leur avis. Vous comprenez, il faut qu'ils disparaissent. Il y a de quoi devenir enragé. Tout est pollué. D'ailleurs, la nature par elle-même est polluée. Vous ne savez plus manger un légume, vous ne savez plus rien manger. Même une bête. Le monument français, pour les Wallons, est un symbole. Et comme Victor Hugo, nous pensons, il a dans cette nuit qu'aucun rayon n'étoile, l'âme en un repli sombre où tout semble finir, sans quelque chose encore palpiter sous un voile, c'est toi qui dors dans l'ombre, au sacré souvenir. Waterloo est bien plus qu'une bataille, c'est la fin d'un monde. Rien qu'en pensant à Waterloo, et à voir les 3 syllabes écrites Napoléon, l'on s'interroge bien souvent. Ai-je assez fortement agi, assez nettement voulu? Sais-je bien ce que je pense, ce qu'autrui vaut, ce que me demande mon pays? Voilà la question que je me suis posée toute ma vie sur ce champ de bataille, en voyant, je dis bien en voyant, entre guillemets. Voyez ces 3 châtaigniers là-bas, tenez. Eh bien déjà, à la bataille, le sommet, les branches étaient crevées, car la sève n'arrivait plus. Hougoumont, pour moi, c'est un peu toute ma jeunesse, car nous venions ici tout gamin, on avait 5 ou 6 ans. Aujourd'hui que j'en ai 75, vous pensez, il y a un monde d'écart, et je reviens tellement encore souvent, car c'est ici que Victor Hugo a dit Hougoumont, le premier nœud sous les coups de hache. Ces 3 arbres, je dirais légendaires, où la base, les arbres ont 7 à 8 mètres de circonférence. C'est toute une ancienne vie. Et nous, gamins, que n'avons-nous pas fait sous ces arbres? Comme diablerie. C'est un peu de notre vie à nous qui s'en va, en les voyant crever aujourd'hui. Il y en a 2 qui sont morts.
Le troisième, dans quelques années, ne sera plus là. Il est vrai que moi, je n'y serai plus non plus. Mais à Hougoumont, ici, voyez-vous, les Anglais venaient dans le temps. Et on pourrait paver le tout de cette cour, du verger, et près de ces arbres, de pièces en or, des cavaliers de Saint-Georges et de la reine Victoria. Vous savez, les guides amenaient les gens ici, les touristes. Ils leur racontaient des balivernes. Du moment qu'ils avaient l'argent, le plus fort était fait. Mais ce n'est pas ça, le vrai tourisme. Le vrai tourisme, c'est garder l'empreinte du passé. Et comme disait Jean Jaurès, en écartant seulement les cendres. Hougoumont, c'est le frère de Napoléon, Jérôme, qui était là. Et Victor Hugo le dit tellement bien lorsqu'il dit « Vers ces lignes bretonnes, toute l'armée en feu, s'ébranlant 10 colonnes. Jérôme le premier, vers leur droite poussée, veut que le sang d'un roi soit le premier versé. Son aile qui entraîne au fond de la vallée emporte d'Hougoumont l'enceinte crénelée. En vain ses défenseurs cherchent l'abri des bois, poursuivis et forcés une seconde fois. L'élite des Anglais vers les monts se replie sous le choc foudroyant du roi de Westphalie. Ah oui, voyez d'ici, ce fut terrible, Hougoumont. Bon, je suis tout de même, moi, âgé de 75 ans, je crois vous l'avoir dit. Alors, venant déjà ici à 5 ou 6 ans, il y a combien de générations déjà entre ces arbres et les visiteurs d'aujourd'hui, hein? Moi aussi, j'ai certains petits messages qui se font par la nature, mais les gens ne voient pas ça. Hein. Ce sont des oiseaux, c'est ci ou c'est ça, c'est très important. Mais il faut vivre seul et aimer la nature pour arriver à cette chose-là. Moi, je suis un amoureux de la nature, hein, qu'est-ce que vous dites alors? Si je vous disais que les oiseaux me parlent, vous diriez c'est pas vrai, hein, mais je ne vais donc pas insister, sinon vous allez me prendre pour un fou. Alors c'est bien assez comme ça, n'en parlons plus.